Salut à vous qui nous recevez en Afrique et dans le reste du monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Afrique. Les techniques de rédaction, de l'élaboration des lois ont été repassées par les honorables parlementaires équato-guinéens. Il s'agit de prendre en charge les fonctions législatives que la Constitution confère à la Chambre des députés. Dans la foulée du séminaire d'information, de formation et de renforcement des capacités dédiées aux parlementaires et au personnel judiciaire du pays sur la législation et le fonctionnement du Parlement initié lundi, les orateurs se succèdent à l'estrade de l'hémicycle pour édifier les séminaristes sur le bien fondé de la législation dans toute sa diversité. Le point d'honneur de la séance d'hier était mis à la typologie de base des systèmes de gouvernement, dont parlementaires et présidentialistes. Le système présidentialiste, justement, auquel aspire la Guinée équatoriale, basé entre autres sur la décentralisation du pouvoir législatif, avec en prime le Sénat, pilier de la législation dans un État avant toute ratification par le président de la République. Francisco Evungema, principal orateur, s'est également apaisanti sur les régimes politiques, démocratiques et autocratiques. Aucune nation n'a le monopole de la démocratie. La démocratie ne doit pas être un concept importé. Elle ne s'apprend pas d'autrui. Elle doit s'adapter ou s'imprégner aux réalités sociales et même traditionnelles de chaque nation, a dit en substance l'avocat équato-guinéen. Également en bonne place, le concept de la technique et de l'évaluation des normes législatives présenté par le deuxième orateur Sergio Sonabo Sotomo qui, entre autres, a mis en relief l'art de la rédaction des lois, primordial et indispensable dans un parlement dénué de toute incohérence et garant de toute équité, probité et impartialité dans un état de droit et souverain. Et puis la Guinée équatoriale prépare le 45e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cet effet, le premier vice-président de la République s'est rendu au Fond de Mer, future place de fête qui abritera la grande parade militaire et civile. Le Front de Mer, principal cadre par excellence des festivités de la 45e édition de l'indépendance nationale au 12 octobre prochain ici à la cité capitale, fait l'objet depuis cette semaine d'un balai de visites d'inspection où les autorités gouvernementales se succèdent pour dresser l'état des lieux de ce joyau architectural qui affiche presque déjà fière allure à pratiquement 2 semaines de l'échéance. Après le Premier ministre, le tour est venu hier au premier vice-président de la République Ignacio Milamtang de monter au créneau, question de toucher du doigt le degré d'avancement de ce chantier de facture qui est déjà dans sa phase de finition. Sur le lieu, le ministre des Travaux publics, Juan Nkombula, pour expliquer le vice-président de la République jusqu'au petit détail l'état d'avancement de ce chantier. La future place de fête qui longe les berges de l'océan Atlantique de plus de 4 km affiche presque déjà fière allure avec sa merveille et son attraction touristique sera livrée à l'État bien avant le 12 octobre, date de son inauguration. Et puis, autre activité programmée en marge du 12 octobre 2013, date de l'indépendance en Guinée équatoriale, le concours Miss Monde Tourisme dans la ville de Sipopo. Le somptueux palais des congrès et de conférences de la cité balnéaire de Sipopo, théâtre du concours Miss Monde Tourisme, dont les hostilités commencent a priori ce dimanche avec les entraînements et présélections avant le 12 octobre, date de la remise de la prestigieuse couronne qui sera âprement discutée par une soixantaine de concurrentes venues des 5 continents et enclins dans les décorations et l'installation de la scène. Et c'est justement pour prendre le pouls des préparatifs et d'avoir accès au programme officiel établi par le ministère de la Culture et du Tourisme que le Premier ministre Vicente Yate Tomi s'est rendu sur le lieu hier et arpenté avec munici les différents compartiments de cette enceinte au bon soin de la ministre déléguée de la Culture et du Tourisme Guillermina Mokumbo et de la vice-présidente du comité organisateur. Vicente Yate Tomi, vu la proximité et l'urgence qui s'impose déjà, a prescrit au maître d'ouvrage la promptitude et la sécurité et de livrer à temps ce chantier. Et puis direction le palais présidentiel togolais. Là-bas, le président Faure Gnassingbé a reçu tour à tour jeudi dernier le nouvel ambassadeur d'Égypte et l'ambassadeur du Sénégal au Togo.
L'Égypte, premier pays à ouvrir le ballet diplomatique de ce jeudi à la nouvelle présidence de la République. Le nouvel ambassadeur Mohamed Ibrahim Ahmed El Nokali est venu présenter au chef de l'État Faure Gnassingbé les lettres de créance l'accréditant auprès de la République togolaise. C'est un grand honneur pour moi d'être dans ce pays ami. L'Égypte était l'un des premiers pays qui ont une ambassade depuis 1960. On a une ambassade en permanence qui n'a jamais fermé à Lomé. Et il y a une coopération qu'on va relancer. Il y aura un effort continu de développement des relations dans tous les domaines économiques, agricoles, industriels. Et il y a une détermination. Moi, je voudrais aussi saisir cette occasion pour féliciter le Togo, le peuple togolais, pour les élections qui ont été bien conduites et qui ont allé en bon terme avec la participation du peuple togolais, et c'était dans la transparence et dans la paix. Né le 23 février 1955, Mohamed Ibrahim Ahmed El Nokali a servi à l'ambassade d'Égypte à Bonn, à Koweït, à Khartoum et au consulat d'Égypte à Milan. Il a également été consul général à Benghazi, puis ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Tripoli. Il est marié et est père de famille. Le soleil brille sur les relations entre Dakar et Lomé. Pour preuve, la transformation du consulat de Sénégal au Togo en une ambassade de plein exercice dont le nouveau patron a pour nom Talla Fall. Venu présenter ses lettres de créance au président de la République, le nouvel ambassadeur a lâché les mots « Le Togo reste un modèle diplomatique, un pays avec lequel il faut collaborer davantage ». J'ai eu la grande joie de voir qu'il y a une statue Senghor qui surplombe du regard l'avenue Gnassingbé et Adema. C'est déjà significatif des relations historiques anciennes, des excellentes relations qu'il y a toujours eu entre nos deux pays. Et aujourd'hui, il s'agit de les renforcer au moment où le Togo donne l'exemple aux autres États d'Afrique. Le Togo devient un facteur de stabilité politique au niveau de la région ouest-africaine. Autant de facteurs qui font que quand le Togo préside l'UEMOA, quand le président Faure donne une impulsion significative en trouvant des solutions à la fois des solutions très pertinentes, des solutions très déterminées, des solutions toutes africaines, des solutions qui sont des solutions endogènes, qui nous éloignent de cette situation de dépendance par rapport à certaines forces extérieures. Au moment où le Togo fait ça, il est normal que le Sénégal vienne lui manifester toute sa solidarité par une présence durable à travers une mission diplomatique, disons, de haut rang. Marié et père de 5 enfants, Talla Fall est né à Dakar le 18 octobre 1954. Après avoir fait ses preuves dans l'enseignement en tant que professeur d'histoire-géographie, il a exercé la fonction de conseiller diplomatique, notamment à l'ONU, à l'Union européenne et à l'Union africaine. Et puis dans la même journée, le président Faure Gnassingbé a également reçu le diplomate du Saint-Siège au Togo, menu des discussions, la paix au Togo et dans le monde. L'hymne du Vatican, troisième à être exécuté avec l'arrivée de Monseigneur Brian Odegoué. Ce diplomate du Saint-Siège a présenté ses lettres de créance au président togolais comme nonce apostolique au Togo. Sa première préoccupation, le climat de paix au Togo et dans le monde. Le pape m'a recommandé de voir que les bonnes relations qui existent déjà entre nos deux, le Togo et le Saint-Siège, qu'elles continuent à croître. Alors c'est pour ça que je suis là, pour assister et recevoir aussi l'assistance des Togolais, en commençant par le gouvernement dirigé par son Excellence, M. Gnassingbé. Docteur en droit canonique, Monseigneur Brian Odegoué est né le 19 juillet 1964 au Cameroun et a été ordonné prêtre le 2 mai 1992 pour le compte du diocèse d'Orlu au Nigeria, où il s'est incardiné. Rentré au service de la diplomatie du Saint-Siège le 1er juillet 1994, il a exercé la fonction de nonce apostolique au Zimbabwe, en Côte d'Ivoire,
en Haïti, en Bulgarie, en Thaïlande et en Grande-Bretagne, où il est en poste depuis le 31 janvier 2008 à sa nomination actuelle comme nonce apostolique au Togo. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale au Tchad a organisé un atelier de finalisation de la matrice d'indicateurs du plan de développement national. C'est le secrétaire général du dit ministère qui a ouvert les travaux ce jeudi. Quelques mois après le lancement officiel du plan national de développement PND, le document entre dans sa phase d'exécution. Mais avant cela, il est important pour le gouvernement et ses partenaires de disposer de la matrice des indicateurs de suivi et évaluation de ce plan national de développement. D'où cette rencontre qui regroupe les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale. Au cours de cette rencontre, les participants mettront à profit leurs connaissances pour finaliser cette matrice, ce qui va permettre aux intervenants d'agir sur le terrain et de produire les résultats attendus. Le secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale invite les participants à une étude minutieuse du document. Des recommandations du diagnostic réalisées par le centre régional du PNUD vous seront présentées. Vous serez donc sollicité à compléter ou à finaliser les valeurs de référence, les cibles annuelles, les sources et les moyens de vérification, car un certain nombre d'indicateurs n'ont pas de données de référence susceptibles de les renseigner. C'est pourquoi il est demandé à chacun de vous de les fournir pour compléter les matrices. Le plan national de développement qui s'étend sur une période de 3 ans est un dispositif qui permet de mobiliser les ressources à divers niveaux pour le développement socio-économique du pays. Le président Boni Yayi s'est entretenu avec le ministre de l'Énergie et de l'Eau, avec d'autres acteurs du secteur. Il était question de faire le point des travaux en cours d'exécution dans le secteur de l'eau et de l'énergie. L'audience qu'a accordée le président Boni Yayi au ministre de l'Énergie et de l'Eau a tout fait de se transformer en une séance de travail au cours de laquelle le chef de l'État a invité les directeurs généraux des sociétés sous tutelle du ministre Barthélémy Cassa à faire le point à mi-parcours des travaux en cours d'exécution dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Nous avons parlé d'un projet qui est un projet d'intérêt capital par rapport à la ville de Djougou. Vous savez, plusieurs fois nous sommes allés. Aujourd'hui, ce projet est devenu réalité. Du 12 au 20 septembre, il y a une mission de la BOAD qui est arrivée, qui a procédé à l'évaluation de ce projet. Aujourd'hui, on peut affirmer que le projet est prêt et que le démarrage des travaux est imminent. De la même manière, ce projet doit permettre aussi d'exécuter des travaux au niveau de 3 autres communes, notamment la commune de Tangueta. L'un des projets aussi d'importance capitale, c'est le projet de la ville de Calavi. Nous avons lancé tout récemment le projet de l'assainissement de la ville de Calavi, mais nous sommes en train aussi de lancer le projet de l'alimentation en eau potable de la ville de Calavi. Le système est existant, mais il faut le renforcer, le densifier et l'étendre au mieux. Ce projet aussi est lancé et va démarrer incessamment. De façon générale, je peux vous dire que le chef de l'État est satisfait de l'avancement de ces travaux-là. Mais on ne peut pas parler des projets aujourd'hui sans parler du projet de la grande ville de Cotonou. Parce que vous avez vu tout ce que nous avons montré ces derniers temps. Le chef de l'État a voulu savoir si le planning est respecté. Nous lui avons confirmé que ce projet avance comme ça se doit, comme cela se doit du moins, et que le délai fixé n'a pas changé. Donc en novembre 2014, nous aurons achevé entièrement ce projet. Nous aurons la possibilité de mettre en service le nouveau système élaboré. Le chef de l'État a voulu comprendre si en dehors de ces projets d'infrastructure, nous n'avons pas
démarrer les projets par rapport aux aspects commerciaux de la SONEB, notamment le paiement des factures. Parce qu'il y a un autre souci, c'est que nos consommateurs doivent payer les factures dans de bonnes conditions. Nous avons profité pour lui faire le point aussi de ces projets-là. Le projet d'interconnexion de nos différents systèmes, c'est-à-dire les guichets. Le projet de banalisation de nos paiements. Une fois encore, les populations doivent pouvoir payer à tout point où ils se trouvent toutes les consommations d'eau, quelle que soit là où l'eau a été consommée. Introduit par le consul du Bénin en Turquie, le conseiller juridique du groupe MNG, un groupe turc spécialisé dans la construction des centrales électriques, s'est entretenu avec le président Boniayi sur le projet d'aménagement hydroélectrique de Dogo Bis. Le projet, c'est la construction d'une centrale hydroélectrique, le projet Dogo Bis, et ça sera le premier projet comme ça pour ce pays. Et Monsieur le Président, il a également souligné que l'indépendance du Bénin au sujet de la génération d'électricité est très important. Donc, lui, personnellement, il est derrière ce projet. Et puis, visite d'une délégation nigérienne à Cotonou en début de cette semaine, précisément à la Chambre des commerces et d'industrie du pays. Visite en marge de la 2e édition de la Foire internationale de l'intégration de l'UEMOA qui se tiendra au Niger. La première édition à Bamako en 2008, c'est Niamey, la capitale du Niger, qui abrite du 13 au 22 décembre prochain cette 2e édition de la foire régionale de l'UEMOA. La présente visite d'une délégation nigérienne à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin vise à sensibiliser les opérateurs économiques béninois sur les conditions de participation à la foire. Au total, 300 stands sont prévus. Le mètre carré pour un espace intérieur couvert et climatisé coûte 50 000 francs. Et un espace extérieur non couvert, 25 000 francs. Toutes les dispositions ont été prises en matière de sécurité, santé et de formalités douanières pour permettre aux participants de librement se rendre au Niger. Et nous sommes à l'écoute de toute suggestion pour pouvoir améliorer notre organisation de cette foire régionale qui est une foire commune. Au-delà des discussions autour des tarifs de location de stands, les opérateurs économiques présents à cette séance d'information ont posé plusieurs problèmes, notamment ceux liés au déplacement, aux formalités douanières et à l'hébergement. La délégation nigérienne et le secrétaire de la CCIB ont tenté de répondre à cette préoccupation, quand bien même il est prévu un département au niveau de la CCIB pour recueillir les doléances et préoccupations des opérateurs béninois. Les organisateurs vous offrent un certain nombre de facilités en termes de mobilier, tout ça. L'hébergement est à la charge des participants. Mais je voudrais préciser que, étant donné que la Chambre de commerce du Bénin est partenaire de cette foire-là, nous avons pris l'engagement de faciliter aux opérateurs économiques béninois leur participation à cette foire exposition. Donc, nous invitons tous les opérateurs économiques qui désirent participer à cette foire de l'éducation de l'UEMOA de se rapprocher de nous pour s'inscrire au niveau de la CCIB. Au terme de cette foire, les produits non vendus seront soit réexportés, soit mis à la consommation après paiement des droits et taxes exigibles. Les inscriptions prendront fin le 15 octobre prochain. En Guinée-Conakry, situation de crise, affrontement entre partisans de l'opposition et la mouvance présidentielle. Le bilan des affrontements fait état de 51 blessés et d'un gendarme mort. C'est au quartier Hamalada et Bambeto à Conakry que des accrochages ont opposé des jeunes de l'opposition et ceux de la mouvance présidentielle. Cela a occasionné des échanges de pierres contre des gaz lacrymogènes. Selon le gouvernement, le bilan des affrontements est de 51 blessés et un gendarme tué. Je quittais équipé pour Amdallah. Arrivé au niveau de Tawia Marché,
j'avais un cortège, j'avoue, géant, de motos, de voitures et puis le minibus. Nous avons constaté que la tête du cortège retournait et puis on était obligé de nous arrêter et nous avons immédiatement commencé à recevoir des jets de pierre. Le minibus qui était juste devant mon véhicule a pu se frayer un chemin pour reprendre la direction de Jean-Paul II. Il a été pourchassé par les militants du RPG. Ces troubles sont survenus alors que les militants du RPG Arc-en-Ciel, qui tenaient un meeting au quartier Taïouya, auraient été pris à partie par un cortège de l'UFDG qui tentait un forcing pour disperser le meeting. Dans le cortège de l'opposition se trouvait la femme de Cellou Daline Diallo. La mouvance, il y a l'opposition, chacun a son jour de campagne, chacun a son jour de meeting. Donc si ça se fait, je crois que chacun doit pouvoir se ressaisir, respecter le rendez-vous. Hier par exemple au Petit Lac, c'était le jour du RPG Arc-en-Ciel. Mais l'UFDG est venu en force, ils ont fait un forcing pendant qu'ils ont été avertis au niveau de Taouya de prendre un autre chemin, de faire la contournante, ils ont refusé. Et cela a créé vraiment l'échappement, il y a eu vraiment l'affrontement. Voilà, et direction l'Algérie, au sud du pays, on remarque un retour au calme après les troubles qu'a connu cette partie du territoire. Un accord a été signé par les notables de cette région au cours d'une rencontre avec les autorités locales. A repris son cours normal à Bourj Badji Mkhtar. Située à l'extrême sud du pays, cette ville a été le théâtre d'événements douloureux et ont fait de nombreuses victimes. Ce retour au calme a été rendu possible grâce aux efforts de réconciliation consentis par les notables de la ville afin d'apaiser les esprits. Cette action des notables a abouti à la signature de 2 accords de paix et de réconciliation lors d'une rencontre ayant réuni les notables de la région et les autorités locales. Les 2 parties ont réitéré leur engagement à préserver la paix et assurer la sécurité des biens et des personnes. Dieu merci, l'activité commerciale a repris, tout est revenu à la normale. S'agissant des personnes qui ont malheureusement perdu leurs biens, voire leur maison, nous souhaitons qu'une commission prenne en charge leur cas. Les interventions des participants à cette réunion convergent vers un seul objectif, aller de l'avant en privilégiant la voie du dialogue. Les interventions de chacun portaient notamment sur le développement local et les possibilités de développer l'agriculture à Adrar. Cette réunion a été conclue par un accord de réconciliation. Nous nous sommes engagés à lutter contre tous ceux qui veulent semer la discorde en Algérie. Nous souhaitons que la wilaya d'Adrar soit classée région agro-pastorale. À l'issue de cette réunion entre les autorités et les notables de Bourj Badji Mkhtar, un accord final a été scellé entre les 2 parties qui se sont portées garantes de la paix dans cette région frontalière. Et puis la question du culte, autre préoccupation du gouvernement algérien. Celui-ci vient d'accorder des subventions à des lieux de culte algériens en France, conformément au programme du président de la République d'Algérie. C'est lors d'une cérémonie solennelle que le recteur de la Grande Mosquée de Paris a remis les subventions du gouvernement algérien aux quelques 60 associations cultuelles algériennes en France. Il s'agit pour les autorités algériennes de contribuer à l'amélioration des conditions d'exercice du culte à ses ressortissants sur l'autre rive. Nous remercions Monsieur le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, Monsieur le Ministre des Affaires religieuses, Abou Abdallah. C'est très important que ces gestes symbolise l'union et l'échange et la solidarité qui unissent le peuple algérien dans son ensemble. Une aide d'autant plus appréciée que plusieurs de ces associations sont porteuses de projets de création ou d'agrandissement de mosquées dans leur région.
C'est une grande solidarité, on a besoin de ces fonds, on a besoin d'avancer. Puis petit à petit, les gens ils voient que l'État algérien les a pas oubliés, ils voient qu'ils sont présents à aider la communauté en France, en banlieue surtout. Et ça part d'un bon sentiment car il y a encore beaucoup à faire, surtout en direction des jeunes. Et donc on ne remerciera jamais l'État algérien pour tous les efforts qu'elle fait, surtout avec les imams qui jouent un grand rôle, un rôle très important. En effet, l'Algérie renforce les mosquées de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris régulièrement d'imams et de professeurs de langue arabe. Quant à ces subventions, elles sont accordées pour la 3e fois par le gouvernement. وهذه المرة كانت على كل حال المبلغ كان معتبر حتى الجالية الجزائرية تقدم شعائرها الدينية في أماكن محترمة وتخرج ما يسمى بالإسلام دي كاف. وهذه العملية تدخل في إطار برنامج السيد رئيس الجمهورية. Sortir l'islam des caves et combattre la stigmatisation des musulmans en France, c'est l'objectif de la Grande Mosquée de Paris qui vient de racheter à la mairie de Paris des locaux dans l'Institut des cultes de l'islam pour en faire des salles de prière dans le quartier ô combien symbolique qu'est Barbès. J'ai une pensée toute particulière aux premiers habitants de ce quartier de Barbès qui ont beaucoup souffert, et je pense à l'immigration algérienne qui a tellement été présente, tellement caractérisé ce quartier. Et c'est justement en hommage au sacrifice de cette communauté que la Grande Mosquée de Paris a décidé de lui donner le nom de salle du 17 octobre 61. Parlons encore des législatives et municipales au Cameroun du 30 septembre prochain. Là-bas, le mouvement pour la renaissance au Cameroun, le MRC, est allé à la rencontre des électeurs dans la commune de Yaoundé 1er. Yaoundé, qui est la capitale politique du Cameroun. C'est le président du parti, Maurice Kamto, qui conduisait ses troupes. Question de soutenir ses candidats en course pour le contrôle de cette mairie. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun à la conquête des électeurs. Jeudi 26 septembre 2013, cap sur le quartier Mangué dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. La pluie qui arrose la capitale camerounaise en ce début de soirée est loin de décourager les militants. Des militants gonflés à bloc qui attendent leur chef. Pancarte en main, le président du parti est accueilli par une foule en liesse. Le temps pour Maurice Kamto de rappeler la profession de foi du MRC pour les populations de Yaoundé 1er. Pour la commune de Yaoundé 1er, vous serez appelés à choisir les nouveaux députés représentant le département du Sud. Mais je voudrais revenir avec vous d'abord à Yaoundé 1er. Qui est votre arrondissement? Qui est notre commune? Puisque moi-même, je suis habitant de Yaoundé 1er. Est-ce que Yaoundé 1er se limite à Bastos? Non. Est-ce que Yaoundé 1er s'arrête à l'Ogon? Est-ce que Eligudjoa ne fait pas partie de Yaoundé 1er? Est-ce que Manguier ne fait pas partie de Yaoundé 1er? Alors pourquoi Manguier ne ressemble pas à Bastos? Le changement dans la paix, c'est la devise du MRC. Les militants, arbres de paix en main, croient au changement dans la stabilité. Le changement passe par la réfection ou la construction des routes, l'approvisionnement en eau et en électricité et la baisse des produits de première nécessité. Ce sont là quelques promesses du MRC pour la commune de Yaoundé 1er. Ce parti veut construire un nouveau Cameroun dans le respect de la pluralité politique et la réforme des institutions républicaines. Pourquoi Manguier ne ressemble pas à Bastos? Voilà donc élections législatives et municipales mouvementées au Cameroun. De son côté, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, amplifie ses actions. Le parti a procédé à une remise de dons à Bamendjouda, à l'ouest du Cameroun. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, multiplie ses stratégies de campagne de proximité dans les Bamboutos, à l'ouest du Cameroun. C'est l'esplanade du centre de santé intégré de Bamendjidja, village situé à 4 km de Bouddha, qui a servi de cadre à la cérémonie de remise de dons constituée d'un microscope de nouvelle génération et d'un groupe électrogène à usage pétrole lampant.
Ce geste très salutaire pour les populations de Bamendjindia et leur chef supérieur, Tanefo Jean-Marie, est l'œuvre de Tchotchoa Lucas, digne fils de ce village et candidat au municipal du double scrutin des municipales et législatives du 30 septembre prochain. Sa Majesté Tanefo Jean-Marie, roi des Bamendjindia, acteur du développement et par ailleurs gardien des valeurs ancestrales, a félicité ce geste de cœur et a appelé les utilisateurs de ce matériel à en faire bon usage. Notre aire de santé n'avait pas de microscope. Nous disons merci à ce digne fils de Bamendjindia qui est candidat, qui a songé qu'il pouvait aider les populations en offrant un groupe électrogène et un microscope de dernier cri pour notre aire de santé. Au nom de toutes les populations de Bamendjindia, je lui dis merci. Ce centre de santé intégré de Bamendjindia, qui accueille en moyenne 20 malades par semaine, avait encore le problème crucial du matériel dont, après les consultations, il fallait se rendre à Bouddha pour les examens. Le généreux donateur a d'ailleurs expliqué à notre micro ce qui l'a motivé à faire ce geste. La seule chose qui me motive, c'est de faire savoir à toute la communauté Bamendjindia que le RDPC est le parti qui promet et réalise. Qui réalise même avant de vous dire que j'ai fait telle chose. Je ne suis qu'un petit maillon du RDPC. C'est vrai, mais... Et puis, plainte des commerçants et autres agents économiques dans la ville de Yaoundé depuis le début de la campagne électorale pour les législatives du 30 septembre prochain. La plupart des activités économiques tournent au ralenti et les Camerounais qui opèrent dans ce secteur ne décolèrent pas. Les plaintes formulées par les Camerounais, surtout ceux-là qui exercent une activité génératrice de revenus en cette période électorale, ne cessent de se multiplier. Les activités économiques dans la capitale politique du Cameroun tournent presque au ralenti. Jusqu'à aujourd'hui, le 27 là, il n'y a pas ça, beaucoup freiné. Le témoignage de ce taximan rencontré ce matin au quartier Tinga Yaoundé n'est pas un cas isolé. Les autres conducteurs de taxi que nous avons interrogés se plaignent eux aussi davantage. Nous ne parvenons pas à travailler, hein, parce que le dehors est toujours sec là, on ne sait pas pourquoi. Parce que vraiment actuellement, comme vous entrez même interviewé là, vous voyez, je suis à vide. La voiture est vraiment à vide, je suis seul au volant. J'ai quitté comme ça d'un bon jusqu'ici sans passager. Vraiment, ça ne s'est pas en train de donner. Ça joue beaucoup chez nous, on ne sait pas pourquoi. Même son de cloche chez les mototaximens qui ne décolèrent plus face à la baisse de leurs recettes journalières en cette période électorale. Avant là, je suis sorti du travail, je disais que 3, 4, 5 000, je n'avais même pas fait la mototaxi. Dans les buvettes où l'on observe une certaine affluence, les clients habituels ont abandonné leur siège pour aller certainement battre campagne plus loin, peut-être en toute lucidité, conséquence logique. Par rapport aux activités, ça ne va vraiment pas. Le marché est presque à terre. On ne vend presque pas, on passe des journées là à s'ennuyer. Je pense que tout l'argent est parti dans les élections qui sont en train de se passer là. Donc ça ne va pas. Même au ministère du Soya à Yaoundé, les activités des fonctionnaires sont au point mort. Les activités ne marchent pas valable parce que tout le monde sont rentrés au village pour aller, n'est-ce pas, faire le campagne. De l'avis de certains Camerounais rencontrés ce jour dans la capitale politique, les activités économiques tournent au ralenti pour la simple raison que l'argent débloqué est plutôt utilisé par les acteurs politiques pour battre campagne dans l'arrière-pays. Décidément, ces derniers souhaitent que la date butoir du 30 septembre 2013 arrive au plus vite. Et puis de l'autre côté, l'association Génération Renouveau a organisé les journées d'entretien économique le 26 septembre à Yaoundé. Ce mouvement qui soutient le président Paul Biya a profité de l'occasion pour appeler les jeunes à se rendre massivement aux urnes pour voter le RDPC lundi prochain, jour de l'élection. La
La voix d'une jeunesse engagée, déterminée à accompagner le président Biya sur le chemin de l'émergence. L'association Génération Renouveau n'a pas failli à la tradition avec les journées d'entretien économique. L'actualité politique de l'heure oblige, cette journée s'est transformée en un meeting pour appeler les jeunes à voter massivement le RDPC. L'ancien conseiller du FMI, l'économiste Daniel Sarr, s'inscrit dans la même lancée. L'objectif, c'était de mobiliser les jeunes pour voter dans la paix, aller voter le RDPC avec le président Paul Biya. C'est pour cela que nous avons voulu organiser cette manifestation. Nous sommes heureux parce que les jeunes sont venus nombreux et je suis sûr qu'ils vont aller voter. J'ai expliqué que la création d'emplois, quand on parle de la création d'emplois, c'est avant tout les investissements. Les investissements publics, les infrastructures qui vont lever les obstacles, réduire les risques, encourager le secteur privé à aller investir. Parce que vous savez, quand il y a des risques dans l'économie, le secteur privé ne veut pas investir. L'association Génération Renouveau est dirigée actuellement par le président Atangna Zanga. Au nom du RDPC et de son chef, son engagement est total et il compte bien sur la jeunesse pour une victoire de son parti lundi prochain. La jeunesse est là. La jeunesse a répondu président au renouveau. Parce que nous, on a invité la jeunesse pour voter pour le RDPC le 30 septembre. Dans le cadre de notre opération que nous avons appelée un jeune, une carte électorale, une voix pour le RDPC le 30 septembre, dans un esprit de paix et avec le président Paul Biya, qui est le bâtisseur de l'émergence du Cameroun. C'est une jeunesse qui a fait entendre sa voix dans une rencontre au salut de fête. Pour ne pas crier victoire avant la guerre, les jeunes ont entendu le message. Lundi matin déjà, je vais aller voter pour le candidat du RDPC parce que je sais que c'est un parti majoritaire, un parti qui réalise les projets de société des jeunes. Et par rapport à son président, M. Paul Biya, nous allons voter à 100% pour le RDPC. Comme dans toutes les cérémonies du parti au pouvoir, une motion de soutien a été adressée au président du parti. L'association Génération Renouveau croit aux promesses de l'homme du 6 novembre 1982 pour un Cameroun émergent en 2035. Et puis dans un tout autre registre, Forum économique EMA Invest de Genève, le Cameroun se prépare. Une concertation sur le sujet s'est tenue ce vendredi au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire au Cameroun. Le Cameroun se prépare pour une bonne participation au 9e Forum économique EMA Invest qui doit se tenir à Genève en Suisse. En prélude à cet important événement, les parties intéressées étaient donc en concertation vendredi au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, en présence du MINUPAT Emmanuel Nganou-Djoumessi. Il s'agit pour le Cameroun d'aller présenter ses potentialités, ses atouts économiques et d'indiquer quelles sont ses attentes vis-à-vis de la place de Genève. Pour cela, un certain nombre de membres du gouvernement, les opérateurs du secteur privé vont animer des panels destinés à partager les discussions sur cet aspect de choses. Était aussi présent Simi Meunier, le ministre en charge de l'agriculture et du développement rural, ainsi que 2 autres membres du gouvernement dont les places sont restées malheureusement vides, notamment le ministre des Finances, celui des petites et moyennes entreprises et celui de l'eau et l'énergie, pour raison de campagne électorale. Il était donc question, d'après le ministre, de bien se préparer, de bien ficeler les dossiers qui vont être présentés aux investisseurs, notamment des projets qui ont besoin de financement dans plusieurs secteurs. Il y a d'abord l'agriculture, sa promotion, son financement, susciter l'intérêt des partenaires de la place de Genève à investir dans l'agriculture chez nous. Ensuite, il y a la finance et la microfinance, parce que tout n'est pas de pouvoir, il faut aussi être de vouloir, il faut aussi être en même de pouvoir, c'est-à-dire avoir les ressources à retracer dans ces questions de développement de l'agriculture. Il y a aussi le développement des ressources naturelles, les mines. Le forum EMA Invest se tiendra donc du 3 au 5 octobre 2013 à Genève en Suisse. Il est donc question pour le Cameroun d'aller à ce rendez-vous en rang plutôt serré, de manière à mieux défendre l'image de marque du Cameroun dans ce grand rendez-vous du donner et du recevoir.
Et puis, direction le Sénégal, la ville de Dakar et sa banlieue sont privées d'eau depuis quelques temps, même si les autorités rassurent le retour à la normale dans les prochaines heures. La situation devient de plus en plus compliquée pour les populations qui sont obligées de traverser des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Voici 2 semaines que dure le calvaire du manque d'eau pour des milliers de Dakarois. Ici, au centre de santé Philippe Maguilin Senghor, un camion-citerne de la Société des eaux est venu approvisionner les personnels afin que l'hygiène y soit assurée. Les locaux sont aussitôt envahis par les riverains, créant de facto un blocage sur le fonctionnement du poste de santé. Depuis la pénurie d'eau, chaque jour on nous amène matin et soir un camion-citerne quand même. Même situation à la plage de Yoff où des puits de fortune sont creusés pour se procurer de l'eau douce. De l'avis de cette dame, cette eau va être utilisée pour les tâches ménagères. Les situations sont tellement délicates, nous sommes vraiment fatigués. Depuis ce matin, nous sommes réveillés pour pouvoir trouver de l'eau, mais on n'y trouve pas. Il suffit de creuser pour avoir de l'eau douce. Seulement, il faut la désinfecter avec de l'eau de Javel ou autre pour pouvoir la consommer. Malgré la promesse du ministre de l'Hydraulique du retour imminent à la normale, les populations peinent toujours à trouver le liquide précieux. Il y a un comité technique qui travaille là-dessus pour serrer quand même les problèmes et poser les problèmes de fond. Pourquoi cette conduite qui a été installée en 2004 seulement pour une durée de 30 ans a connu plusieurs incidents depuis 2009. Le tunnel qui achemine l'eau du lac de Guiers à plus de 200 km de Dakar est toujours le mis en cause. En attendant, les consommateurs cherchent d'autres alternatives. Et puis on rappelle que le président sénégalais Macky Sall a interrompu son séjour à l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tenait à la barre aux États-Unis pour le Sénégal pour évidemment s'enquérir de la situation de sa population. Le ministre gabonais de l'Intérieur était à l'Assemblée nationale le jeudi dernier. Il s'y est rendu pour défendre le projet de loi sur la décentralisation au Gabon. La décentralisation est primordiale pour le bon fonctionnement des communes et des départements du Gabon. Dans le but de matérialiser cette ambition, le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou, à nouveau devant les honorables députés, est venu défendre le projet de loi portant modification de la loi numéro 1596 relative à la décentralisation. Cette loi avait déjà connu un examen minutieux à l'Assemblée nationale il y a 2 ans. Pour le ministre Ndongou, l'harmonisation de certains articles semblait nécessaire. Nous avons observé qu'il y avait des dispositions qui étaient difficilement applicables. Et c'est pourquoi nous avons saisi le président de la République afin qu'il revoie avec le Parlement comment réexaminer cette loi. Et les dispositions, par exemple, celle qui autorise le maire à recruter les policiers. Nous pensons que cette disposition est difficilement applicable. Il n'est pas possible au maire de recruter des policiers parce que la commune n'a pas la capacité à gérer les policiers. En édifiant les honorables députés sur les raisons d'une rélecture de la dite loi, Jean-François Ndongou a précisé qu'il faille prendre en compte les problèmes de sécurité et de moralité afin de ne pas compromettre le processus de la décentralisation. Il y a une disposition qui dit qu'il faut qu'on affecte 10% du budget de l'État au fonds de péréquation. Mais le budget de l'État est composé en recettes et en dépenses. Dans les recettes, vous avez des emprunts. Ces emprunts sont affectés à des dépenses bien précises. Lorsque nous prenons 10%, est-ce que donc, la recette liée à un emprunt, comment on va prélever ces 10% sur cette recette? C'est difficile. Nous avons préféré moduler ces dispositions. Et il y a un certain nombre d'aspects que nous avons voulu revoir parce que si nous prenons une loi qui serait difficilement applicable, nous allons nous retrouver dans la situation de la 1596. Nous avons la loi, il serait difficile de prendre des décrets sur des choses que nous ne pourrons pas appliquer. Comme à l'accoutumée, les députés ont soulevé plusieurs préoccupations allant dans l'optique d'encourager le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que la décentralisation soit enfin effective dans notre pays
pour le développement harmonieux des collectivités locales. Précisons que les travaux de ce jour étaient présidés par l'honorable Barnabé Indoumo Mambungu, président de la commission des lois. Et puis en économie, la Banque gabonaise de développement vient d'accorder un crédit de plus de 5 milliards de francs CFA à la foresterie d'exploitation et d'exportation du Gabon, un projet qui consiste à accompagner le gouvernement dans le processus d'industrialisation de la filière bois. D'emplois directs dans le secteur de la transformation du bois sont tellement pressantes que la forestière d'exploitation et d'exportation a décidé de moderniser ses installations du site de Saint-Germain, près de Minzik, dans le Wellington. Depuis une année, nous avons commencé le rabotage, donc la deuxième, troisième transformation. Et là, nous avons installé des séchoirs grâce justement à un financement de la Banque gabonaise de développement. Et là, nous recevons au port de Wendo la dernière grosse partie de l'investissement de 5 milliards 400 millions. C'est une unité de sciage complète, prix Multini, et qui est spécialisée dans le bois, le bois exotique, c'est-à-dire les bois hydrauliques. Le coûteux équipement est destiné à cette usine de dernière génération. Ça sert à sécher le bois. Donc en bas, on va scier la grume selon les spécifications demandées sur les contrats. Après, on emmène ça ici. Et là, on va sécher donc pour avoir une valeur ajoutée. La planification du plan d'exploitation est conçue à partir de cette cellule d'aménagement où s'activent 2 jeunes ingénieurs. Ici, vous êtes au niveau de la cellule d'aménagement, d'exploitation et de certification qui est chargée de mettre en œuvre le plan d'aménagement, qui est un document de gestion forestière à long terme. Un impératif. La Forex, qui emploie plus de 150 personnes, s'étant lancé dans le processus de certification. On a pour but d'atteindre la certification LBFC. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça. Essayer de faire en sorte qu'ils s'impliquent suffisamment dans les procédures. Comme la société est en train de vouloir passer à certification OLB, donc on est aussi chargé de mettre en place des procédures. La Forex est une des sociétés d'exploitation forestière qui s'est arrimée aux normes, en respectant non seulement les clauses liées au dimensionnement des bois exploités, mais aussi à la mobilisation des engins et surtout à l'aménagement des pistes d'accès. Et puis le ministre de la Justice gabonaise a visité le site futur qui doit abriter la prison de Libreville. Là-bas, on annonce l'avancement des travaux et le respect des délais par l'entreprise en charge du projet. Cette visite de contrôle conduite par le ministre de la Justice visait à constater l'état d'avancement des travaux de construction de la future prison de Koltang confiée à la société Rio Gersa. Sur ce site, la phase d'aménagement du projet est évaluée à 10% en dépit de quelques difficultés. Nous parlons d'un terrain de 100 hectares. Par contre, nous travaillons uniquement sur 7 hectares sur la partie centrale. Et ce qu'on va mesurer le plus, c'est le volume de terre que nous allons déplacer. Nous allons déplacer presque 300 000 m3 de terre entre les déblais et les remblais pour pouvoir avoir une plateforme convenable pour travailler. Alors la principale difficulté que nous avons, c'est l'accès au site. Nous devons accéder de la RN1 en passant par une route qui n'est pas finie, qui est en mauvais état, et par un village où il y a des populations donc qui nous pose un problème d'accès au site, d'accès en sécurité, étant donné que c'est un chantier qui est amené à avoir beaucoup de matériaux et matériel qui va arriver, et c'est quelque chose que nous devons régler avec la NGT et les ministères concernés pour pouvoir travailler en toute sécurité sur le site. Pour l'Agence nationale des grands travaux représentée sur le terrain, le travail déjà réalisé justifie davantage le choix de cette entreprise. Il ne fait aucun doute que Rio Gersa était la bonne entreprise pour nous et pour le ministère pour mener à bien ce projet et respecter à la fois les délais et les coûts qui lui ont été imposés par nous-mêmes et le ministère. Le rythme d'exécution des travaux ici satisfait le ministre de la Justice qui s'engage avec son équipe à relever le défi du respect des délais de livraison. Je suis heureuse de constater que les travaux de remblai ont bien avancé, les travaux de terrassement ont bien avancé, que la terre qui va abriter les plateformes sont bien visibles. Comme vous constatez, les gros engins sont à pied d'œuvre.
Il y a l'entreprise qui est représentée ici au plus haut niveau. Il y a la NGT qui est valablement représentée. Il y a mes officiers, le commandant en chef, il y a tous les collaborateurs. C'est un défi que nous relevons. 2015, nous livrons le centre pénitentiaire. Le futur centre pénitentiaire de Kontang viendra promouvoir les droits des détenus dans notre pays et surtout désengorger la prison centrale de Libreville qui est depuis plusieurs années déjà en surpopulation. Et puis terminons avec la 10e édition de la foire CITO, entendez le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou qui se tient du 26 au 29 septembre dans la capitale burkinabèse sous le thème tourisme et technologie de l'information et de la communication. Quelle opportunité pour l'Afrique! La 10e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO, est partie pour accueillir les professionnels du secteur pendant 4 jours. Ainsi, la capitale burkinabé devra offrir aux participants l'occasion d'exposer tout leur savoir-faire au public, surtout aux touristes. Plusieurs activités ont été organisées en prélude à l'ouverture du salon pour davantage intéresser le public. Il y a eu des excursions pour permettre au public burkinabé d'être de la fête et de découvrir les sites alentours de Ouagadougou. Et il y a également les activités phares du salon qui sont l'exposition professionnelle, et les rencontres B2B et la foire gastronomique. Créé depuis 2004, le CITO permet également aux participants de bâtir des partenariats avec les tours opérateurs et les grandes agences de voyage de divers horizons. Nous souhaitons que le CITO 2013 soit porteur dans le domaine des contacts, dans le domaine des commandes, dans le domaine aussi du tourisme, c'est-à-dire que plus les touristes viennent au Burkina Faso. Au menu de l'édition 2013 du CITO, des conférences, des excursions touristiques, des rencontres professionnelles et des expositions. Le tourisme est un des maillons essentiels de l'économie du pays de par ses énormes potentialités. Selon les autorités, le secteur a généré en 2012 près de 70 milliards de francs CFA. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette édition d'Info Afrique. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. L'information est à continu sur Afrique Média.